Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Nous sommes le lundi 27 janvier 2025 et je continue ma réflexion à partir de Platon, d'une émission de France Culture consacrée à Platon et à la République plus précisément, son livre La République. Alors vous savez que la mécanique universelle se propose d'éclairer le chemin de l'humanité, où va l'humanité. Et selon moi, nous construisons, l'ensemble humain construit le paradis pour nos futurs descendants. Pour l'humanité en somme, pour l'humanité tout entière. Ce n'est pas un petit groupe qui atteindrait cet état de perfection. Cet état de perfection, c'est en somme pour schématiser le paradis. Cette planète, elle est un paradis potentiel et à mon sens, elle le deviendra. Il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais on va vers cet état de paradis. Et le paradis, c'est pas un paradis technique, technologique, avec, voilà, un peu comme la science-fiction nous montre ce type de, de vie avec des véhicules spatiaux, bon bref, des immeubles infinis, voilà. Tout ça sera dépassé. En réalité, nous reviendrons à justement ce dont parle Socrate dans La République, pour la société, pour la cité idéale, la cité parfaite, la cité en bonne santé, c'est-à-dire une cité qui s'est détachée de l'hubris, qui est rentrée dans la modération, qui a compris que pour être heureux, on a besoin juste du minimum, et d'être le minimum, voilà, de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi dormir, de quoi voilà, aller à la rencontre les uns des autres, s'aimer, voilà, être au niveau de l'amour. Et donc, après avoir fait toute son évolution technique et technologique qui est nécessaire pour justement pouvoir faire que l'humanité n'ait plus de problèmes psychologiques, donc qu'elle ait réglé ses problèmes psychologiques, qu'elle ait réglé ses angoisses, ses peurs, donc qu'elle maîtrise entièrement son environnement, de manière à ne pas avoir de problème avec les prédateurs, avec les caprices du climat, etc. Donc tout ça, elle doit le résoudre, évidemment. Et elle le résoudra, voilà. Mais ça passe par la technique pour ça. Mais la technique nous ramènera à quelque chose de simple, à l'échelle humaine, quoi. Voilà l'introduction de cette théorie. Alors, je pratique comme ça, je lance l'épisode, c'est l'épisode 7 sur 8, il y en a 8. Ça traite du livre 8 et 9 de La République, et ils l'ont intitulé « RIP la démocratie ». Donc, on lance, j'écoute, et alors l'intervenant, c'est Alain Badiou, voilà. Bonne idée. Donc, je découvre en même temps et je commente. Si vous pensez que ces vidéos, j'en profite maintenant pour vous le dire, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt, s'il y a de l'intérêt à se poser la question, à commencer à se poser la question où va l'humanité, et essayer d'y répondre, que la science s'empare de ce questionnement. Le troisième questionnement, grand questionnement de l'humanité, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Voilà, c'est ce à quoi je cherche à répondre. Eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez établir des liens avec vos sites, avec d'autres espaces.
vous pouvez promouvoir cet espace, vous pouvez travailler pour cet espace si vous avez des compétences techniques pour faire évoluer le site, pour l'améliorer, pour en améliorer l'ergonomie, la vue, je ne sais pas. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement, et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net qui est en place depuis 25 ans et sur lequel j'explique toute cette théorie, voilà, par écrit. Donc, et il y a toujours le lien sous les vidéos. Allons-y, on lance cette vidéo. Précédemment dans la République de Platon. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est l'articulation constante du désir, de la réticence, de la peur, même de la souffrance, mais en même temps d'une force qui oblige. Alors, je ne l'ai pas lu, la République. J'ai picoré un petit peu, mais voilà. Et là, c'était l'émission précédente, c'était l'épisode 6. Là, nous sommes sur l'épisode 7 de France Culture. Et je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce que présentait Monique Cantos-Perber, justement sur le désir. Alors, mais comme je ne l'ai pas lu, voilà. Mais il y a des choses qui m'ont... avec lesquelles je n'étais pas d'accord. On va voir si cet accord peut se... Et y aller, à persister. C'est ce qu'il y a, à mon sens, de tout à fait exceptionnel dans la philosophie de Platon. C'est l'association extrêmement étroite du désir et de l'activité intellectuelle. La République de Platon, saison 2, épisode 3. Il est le moteur du développement. Faut-il en finir avec la démocratie ? Madame la Présidente, serez-vous candidate à votre réélection ? C'était amusant tout à l'heure de me confier à vous sur mes tourments d'adolescent. En vous parlant, j'arrêtais pas de m'imaginer le général de Gaulle se livrant à un tel exercice. Et je me disais que vraiment, il en aurait été incapable. Vous êtes en train d'éluder ma question. J'ai moi aussi passé un très agréable moment en votre compagnie, Karine. Et si certains de nos compatriotes qui ne s'intéressent pas à la politique m'ont trouvé sympathique, je m'en félicite. C'est sûr. Mais s'ils votent en fonction de cela, nous avons un problème. Quand la personnalité prend le pas sur le programme, la démocratie s'affadit au point de se mettre en danger. La présidentielle est devenue un feuilleton, une série télévisée dans laquelle on confronte plus les images et les personnalités que les idées. Il est vital pour notre République de rééquilibrer les pouvoirs et de remettre de la délibération et de la démocratie là où aujourd'hui tout repose sur un homme ou une femme. C'est pourquoi je crois le moment venu de nous interroger collectivement sur ce qui fonde notre pacte démocratique. Bonjour Alain Badiou. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Avez-vous vu la série Baron Noir ? Pas vraiment, tout de même. Je crois en avoir quelques souvenirs, mais morcelés. Vous venez d'entendre un extrait, en tout cas de la saison 3 de cette série, où la présidente, car c'est une présidente de la République française, interprétée par Anna Mouglalis, prend la parole lors d'un entretien avec une journaliste, Karine Le Marchand. Elle est candidate à sa propre réélection. Elle le dit, elle fait le diagnostic suivant. Elle dit: quand la personnalité du chef prend le pas sur le programme et sur les idées, la démocratie s'affaiblit et se met en danger. Est-ce ce danger que décrit Platon dans le livre 8 de la République, dont nous allons parler ce matin, lorsqu'il parle du basculement de la démocratie vers la tyrannie ? Le rapport de Platon à la démocratie, il faut aussi l'aborder à partir de ce à quoi elle succède. Parce que ce qui est de très intéressant dans les derniers livres de la République de Platon, c'est qu'il propose non seulement des analyses de structure des différentes politiques possibles, mais il retrace aussi des enchaînements historiques praticables. La démocratie ne survient pas n'importe quand. La démocratie survient en général dans la foulée d'une décomposition de l'oligarchie. Ce sont les
les enfants de Richard, les enfants du CAC 60 qui véritablement Richard comme assez au fond d'obéir à papa et qui vont lancer un peu partout l'idée démocratique sous la forme que Platon lui donne, qui est une forme tout à fait particulière. Là, il y a un point de genèse là, et que, évidemment, la force ou la faiblesse de la démocratie est aussi dépendante de son histoire et pas seulement de son être propre, ce qui prouve que Platon sait aussi ce que c'est que l'histoire. On l'accuse généralement d'être fasciné par l'éternité, mais il sait aussi ce que c'est que l'histoire. Et finalement, la démocratie, elle est en effet bâtie au départ, et c'est son vice propre aux yeux de Platon, elle est bâtie sur les intérêts singuliers d'un groupe initial largement constitué des fils à papa et des Richards issus de l'oligarchie financière et commerciale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, si dans la démocratie, la pulsion individuelle, finalement, la psychologie personnelle du personnel installé l'emporte sur l'idée de l'intérêt collectif ou d'un bien collectif, quelle que soit la nature de cette idée, et la corruption de la démocratie en tyrannie est inévitable. Voilà. Et donc, pour lui, la démocratie est coincée entre ce qui est l'héritage de l'oligarchie. Il y a quand même une forte compromission dans les affaires de toute nature et dans le commerce, et aussi le rôle important joué par les héritiers. Bon, alors déjà, Alain Badiou, c'est très intéressant parce qu'il a un esprit critique vraiment pointu, et voilà. Et cette émission, elle a été faite en 2022 apparemment. Donc, c'était avant le moment que nous sommes en train de vivre, et qui montre le pouvoir destructeur, en quelque sorte, de l'oligarchie, même si l'oligarchie, elle a son rôle, absolument. Elle a la période oligarchique dans laquelle nous vivons, parce qu'on est en oligarchie. On n'est pas en démocratie claire, on est en oligarchie démocratique éventuellement. Mais bien sûr, ce sont les milliardaires qui imposent la route et les valeurs de l'humanité depuis 40 ans environ, depuis que le capitalisme a vaincu son adversaire, le communisme, et qu'il est tombé à ce moment-là en toute puissance. Tant que le capitalisme avait un challenger, il était obligé de se tenir à carreau. Et de la même manière, le communisme était obligé de lâcher la bride sur la liberté proposée par le capitalisme, donc d'offrir un peu de liberté dans les pays communistes, et le capitalisme devait offrir un peu d'égalité, un peu de social, ou même beaucoup de social, d'égalité à ces peuples, pour ne pas envoyer de carburant à son adversaire communiste. Donc, c'est ce qui a donné les 30 Glorieuses, en gros. Dans ces moments-là, eh bien, le Parti communiste était fort, il y avait le Parti socialiste aussi, mais le Parti communiste était fort dans les pays capitalistes, et donc le capitalisme était obligé d'être social, d'accorder du social, et c'est pour ça qu'il y a eu des progrès sociaux entre la sortie de la guerre 39-45 et les années 80, il y a eu des progrès sociaux, mais considérables, qui se sont stoppés à l'arrivée du capitalisme roi. Quand le capitalisme a vaincu le communisme, il est devenu tout puissant. Il a acheté les médias, voilà, il a
la mécanique a été très très rapide. L'oligarchie s'est acheté les médias, et c'est assez cocasse que ce soit en France le socialisme, justement, l'association socialisme-communisme qui a commencé à vendre les espaces médiatiques à l'oligarchie. Et ça, c'est quand même, ça sera une interrogation que quelqu'un qui se disait très très intelligent comme François Mitterrand n'ait pas vu le danger qu'il y avait derrière cela, quoi. D'autant qu'il avait connu les années 20 où les maîtres des forges détenaient les médias. C'est assez paradoxal. Et donc voilà, on est plongé là-dedans, dans cette oligarchie. Par ceux qui héritent, la masse de la population étant finalement laissée de côté, et coincée entre ça d'un côté, qui est son rapport à l'oligarchie, et de l'autre côté, ces dégénérescences propres, ces défauts propres, qui en effet se rattachent largement au fait que le primat de l'individu, tout simplement, le primat de la pulsion individuelle, l'emporte sur le souci du bien commun, et créant un désordre d'une nature telle qu'on va finir par souhaiter la tyrannie. C'est ça, mais la question est de savoir si pour Platon, la démocratie est une forme de dépravation au fond d'un modèle idéal. Et il me semble que, oui, il n'est pas démocrate, hein, ça c'est absolument certain. Il n'est pas démocrate, mais il faut ajouter aussitôt qu'il il est encore moins partisan de l'oligarchie. C'est ça. Donc de la souveraineté financière, il ne la reconnaît pas du tout comme légitime politiquement. Encore moins. Et il est alors violemment opposé au pouvoir personnel, c'est-à-dire à la tyrannie. Alors ça, c'est vraiment, il faut quand même reconnaître tout ça chez Platon. Il est pas pour l'oligarchie, donc pour l'ultralibéralisme égoïste, en somme, hein, qui va faire que des milliardaires vont thésauriser la moitié les 3/4 de la planète, et que les vases communicants, donc ce qui était pour les peuples, va s'effondrer et l'argent va passer dans les coffres de l'oligarchie. Donc il est pas pour ça, et il n'est pas pour la dictature, il n'est pas pour les extrêmes, pour les systèmes qui seraient dictatoriaux, avec une dictature. Et le communisme a été perverti, il est devenu une dictature, il est devenu une dictature par ses représentants, parce que des autocrates comme Staline ont pris le pouvoir. C'était pas prévu que ça soit dirigé par un dictateur, le communisme. Ça a été vraiment, c'est peut-être la pire chose qui ait pu arriver au communisme, ça a été des personnes comme Staline, en fait, qui n'avaient pas l'intelligence pour comprendre l'intérêt de la liberté, de la démocratie, etc., derrière tout ça. Remarquez d'ailleurs en passant que on a souvent parlé, on parle encore aujourd'hui à propos de Platon, de ce que la vision de Platon serait celle du roi philosophe. C'est absent de la République. Le personnel dirigeant de la société idéale, telle que Platon le décrit, n'est pas du tout une personne singulière. Donc ça n'est pas une royauté. Voilà, c'est l'expression de roi, d'accord, de roi philosophe, parce qu'on a vu quand même les jours précédents qu'il appelait de ses vœux la présence. C'est pas un système dictatorial, même un très très bon président qui aurait toutes les qualités, et ça a été peut-être le cas de certains présidents français à la sortie de la guerre, mais c'était pas ça qui était réclamé, c'était quand même quelque chose où le peuple était partie prenante dans un système. Présence d'une personne de formation philosophique à la tête au gouvernement, au fond. Et vous dites que c'est pas un seul homme. Ah oui, c'est pas un seul homme. Voilà. C'est pas un seul homme. L'Assemblée, vous voyez bien que dans le monde contemporain, roi philosophe est une expression qui
qui ouvre au contresens. C'est vrai. C'est pas un monarque. C'est une direction collective, absolument, qu'il appelle les gardiens. Et les gardiens, c'est les gardiens de la justice dans la cité, finalement. C'est une collectivité, il n'en fixe pas le nombre, d'ailleurs, elle est très ouverte. Je rappellerai au passage, parce que c'est intéressant aujourd'hui, que avec de grande prudence et l'idée qu'il introduit quelque chose d'absolument terrible, il accepte que les femmes soient gardiens. Donc cet ensemble collectif est aussi un ensemble ouvert aux femmes. Et il y a donc un féminisme de Platon qui est très rarement observé. Et qui est ambivalent, parce que dans d'autres pages, on en a parlé, ça justement, je crois que c'était la semaine dernière, hein, puisque nous proposons deux séries d'émissions sur la République de Platon, et je crois que c'est pas assez, hein, il nous en reste plus que celle-ci, et et on est loin d'avoir épuisé le texte. Mais même si c'est ambivalent, c'est très novateur par rapport à ce qui se passait à cette époque-là. Alors, peut-être que le matriarcat précédemment existait. C'est très possible que les sociétés philosophiques, on va dire, étaient acceptaient le matriarcat. C'est même très possible, parce que, voilà, c'est possible. Mais justement, on a pu voir cette ambivalence de Platon à l'égard du statut des femmes, qui en droit sont enfin pas en droit d'ailleurs, c'est mal dit, mais qu'elles peuvent prétendre au même poste que les hommes, mais elles sont plus faibles, dit-il, et donc voilà, il y a quand même... Oui, mais il faut tout de même prêter attention au fait que quand il présente cette idée, il est lui-même convaincu qu'elle est si extraordinaire, si étonnante, si inadmissible, que c'est tout juste s'il ose en parler. Et il faut que les gamins qui l'interrogent le poussent un peu pour qu'il finisse par dire « Oui, une femme peut être gardienne ». Et alors ils lui disent ce qui est tout à fait frappant. Ils lui disent « Oui, mais et il faut aussi se déshabiller pour faire la gymnastique. Est-ce que les femmes le feront ?» Et il répond « Oui, les femmes aussi, peu importe. » Alors, je dois préciser pour les auditeurs, cher Alain Badiou, que vous êtes ici en tant que spécialiste de Platon, comme tous mes invités cette semaine et la semaine précédente, mais aussi en tant que traducteur. Vous avez proposé votre traduction de la République de Platon, sous-titre Feuilleton philosophique, aux éditions Fayard, c'était en 2012. Et alors, c'est une traduction, on va dire, libre, qui se revendique comme telle, et qui essaye de traduire en des termes plus contemporains les problèmes que se posait Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que cette traduction, donc, elle a presque elle a 10 ans maintenant. Oui, elle a 10 ans. Est-ce que vous la feriez différemment encore aujourd'hui? Ou est-ce que l'actualité de 2012, finalement, c'est la même que celle de 2020? Je pense que ce type d'entreprise est toujours ouverte à un perfectionnement, pour la raison que vous cherchez dans la langue un chemin qui va, d'une certaine façon, être un chemin accessible et ayant sa propre force, à la fois du côté grec et du côté français. C'est-à-dire, vous renvoyez au grec, mais vous renvoyez au grec dans la perception du fait que le résultat, c'est-à-dire la traduction proprement dite, doit être dans une résonance contemporaine. Alors, ce type d'entreprise, évidemment, il est probable que c'est un type d'entreprise qui sera reprise différemment dans 50 ans. Mais pourquoi avoir entrepris une telle traduction? Est-ce que ça veut dire que le texte de Platon était trop vieux, ne nous parlait plus? Est-ce qu'on prend pas le risque, assumé sans doute, de réécrire à sa sauce un texte de philosophie qui semble... Ce que j'écrivais était au fond ce que me suggérait Platon en moi. C'est ça. C'est votre Platon. C'est mon Platon, inévitablement. Mais la traduction reste à mes yeux une traduction au sens fort, parce que m'identifiant fictivement à l'auteur, je me dis, s'il l'écrivait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il écrirait? Voilà. C'est un peu cette transfusion temporelle qui guide ma traduction, et qui est donc, je l'appellerais volontiers une tentative de restitution, plutôt qu'une traduction, une tentative de restitution, à la fois du point de vue conceptuel, du point de vue narratif, du point de vue des personnages en jeu, et finalement, il s'agit d'adresser la République de Platon au monde contemporain,
en sachant que par ailleurs, on essaie quand même d'être fidèle à l'armature générale, aux pensées. Oui, tout en prenant vos distances, puisque justement, on a parlé la semaine dernière du fameux chapitre 5 qui pose problème, puisque Platon décrit dans sa cité idéale la mise en commun des femmes, des enfants. Il compare d'ailleurs le mode de sélection des enfants à une forme d'eugénisme. Il va jusqu'à tuer les enfants qui sont mal formés. Et alors, dans votre texte, finalement, vous dites, bah voilà, vous faites parler justement Socrate et vous dites, mais bon, peut-être que là, en fait, je crois que Platon a eu tort. Il aurait pas dû dire ça. D'ailleurs, moi, et je vous lis, profitant de l'occasion qui m'en est donnée par Badiou, je m'élève ici solennellement contre l'interprétation de ma pensée par votre frère Platon. Comme ça, vous réglez vos comptes avec le passage problématique de la République. C'est génial. Absolument. Ce passage-là est un passage qui, d'ailleurs, a donné du grain à moudre à tous les anti-platoniciens pendant des siècles. Alors, effectivement, l'avocat... C'est vraiment, c'est intéressant, voilà, c'est hyper créatif. C'est vraiment, Badiou, c'est un philosophe, voilà, c'est... Évidemment, l'avocat que je suis se lève et dit oui, là c'est quelque chose qui est enfermé absolument dans son propre temps. Je peux pas faire en sorte qu'une traduction soit fidèle à l'idée l'idée de l'eugénisme, parce que c'est après de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire de sélectionner des enfants aussi. Mais c'était pas pratiqué dans son temps, c'est pas une idée de son temps, ça, pour le coup. C'est pas à remettre sur le compte du changement d'époque. Non, c'est pas à remettre simplement sur le fait, mais le fait d'écrire cela comme si c'était une idée neuve et admissible ne fonctionne plus. Bien sûr, que parce bien sûr, mais c'est parce tout qu'il à fait. y a eu des tentatives, en réalité, entre-temps, de réalisation de ce point, et qu'on sait très bien qu'elles appartenaient à tout, sauf à quelques types de républiques que ça soit. Et donc, je l'ai d'ailleurs toujours annoncé dans les préfaces, il y a 2 ou 3 points dans l'ensemble de la République que, pour pouvoir finalement inscrire un nouveau type de fidélité à Platon comme philosophe, je suis obligé de quadranter. Oui, et vous êtes normal, vous dites platonicien. Vous êtes platonicien. Je me dis platonicien parce que ça veut dire que voilà, la République c'est une œuvre géniale, mais il y a des passages qui sont impossibles à entendre, à écouter, à lire. D'une certaine façon, enfin voilà, qu'on doit caviarder comme il le dit, et il a absolument raison, mais ça c'est tout à fait normal, et on doit le retrouver on devrait pouvoir le faire même dans les livres sacrés, où il y a des passages qui sont complètement violents, agressifs, racistes, etc., cruels, je sais pas, c'est légitime. Voilà, il n'y a pas de raison. Tout en le texte, il existe il existe avec ça, mais que les traductions, la réflexion sur Platon, etc., puissent sortir ça pour pouvoir voir le côté positif derrière. Parce que après tout, soyons clairs. Quand on est un contemporain se déclarer platonicien, ça ne veut jamais vouloir dire que l'ensemble du détail de ce que raconte Platon, on peut l'assumer. Bien sûr. L'écart est gigantesque, les civilisations sont totalement différentes, etc. Et même quand il s'agit de choses aussi strictes que les mathématiques, même là, il y a eu de telles transformations, par exemple sur l'infini ou sur des choses de cet ordre, qu'on ne peut pas dire qu'être passionné de mathématiques, ça a le même sens aujourd'hui que du temps de Platon. Donc il y a forcément des soustractions, des modifications, des translations, mais on peut grosso modo se déclarer platonicien au regard, au fond, de ce qu'est la philosophie elle-même dans sa tentative de saisir dans toute chose, dans toute expérience, comment elle est pensable et comment on peut, d'une certaine manière, en traiter au niveau de ce que Platon appelle les idées. Voilà. C'est-à-dire cette conviction que toute chose, en dernier ressort, mais aussi toute expérience, toute histoire, est en communication avec une pensée possible, une pensée qui peut en être soit le projet, soit le bilan, soit les deux. Ça, c'est une idée platonicienne typique, et c'est elle que je voulais faire revivre. Voilà. Voilà, alors on va arrêter là pour cette vidéo.
Donc je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à la prochaine. Voilà, on va le faire en 4 ou 5 vidéos, l'espace consacré à Alain Badiou. Voilà, merci et à très bientôt.